De la grande usine, les travailleurs sont rassemblés. Ça fait 8 mois qu'on leur serine les mêmes promesses et les mêmes regrets. On voudrait les voir fatalistes, baisser les bras et fermer les yeux, subir les lois capitalistes comme si elles venaient du bon Dieu. Tous en rang vers le bureau de pointage, fermer sa gueule et surtout rester sage. Mais à la fin du compte, on les traite de terroristes, ceux qui refusent la honte et veulent que demain existe. Ce que la délégation souhaitait faire, c'était en fait une espèce de mobilisation générale contre le chômage à partir de Clabec, et donc de muer un dossier d'entreprise en un combat politique. On peut expliquer un conflit social dans une commission paritaire ou dans des débats avec des gens intéressés à la problématique sociale, des partenaires sociaux ou autres. On peut s'expliquer, ça on est en train de le faire, ou le juge d'instruction ou autre, on peut lui parler pour lui expliquer. Je pense que c'est quand même compréhensible qu'on n'a pas à aller expliquer le conflit social à l'adjudant de la gendarmerie. Ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai jamais. RTBF, le journal. 13 militants syndicaux comparaissent ce matin devant le tribunal correctionnel de Nivelles. Parmi eux, Roberto D'Orazio, l'ancien chef de file de la délégation FGTB des Forges de Clabec. Les 13 syndicalistes sont poursuivis pour des faits de violence survenus lors du combat pour le sauvetage des forges. Le procès ne manquera pas de soulever les questions de principe qui divisent plus que jamais le monde syndical. Nous, procureurs du roi près le tribunal de première instance de Nivelles, mandons et ordonnons à tout huissier de justice de citer à comparaître devant le tribunal correctionnel palais de justice à Nivelles D'Orazio Roberto, Marra Silvio, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, Fillon Fernand, en plaçant des bulldozers sur les voies d'accès et en poussant volontairement, au moyen de ces bulldozers, les véhicules de André, Orlando Michel, tenté de volontairement mettre le feu à un édifice, en l'espèce attaquer ou résister avec violence ou menace, frapper plusieurs personnes ou agents de la force publique. Du travail et pas de la misère et de l'exclusion. Merci, camarades. Ce qui était en cause, ce n'est pas tant un conflit social qu'une lutte insurrectionnelle. Ce que veut M. D'Orazio très clairement, il l'a dit et répété, c'est mener un combat politique, c'est déstabiliser la société bourgeoise, c'est collectiviser notre économie, notre appareil de production, et dans son dernier livre, il écrit noir sur blanc qu'il veut supprimer la liberté de la presse. C'est donc une atteinte fondamentale à nos valeurs essentielles de notre société. C'est une conception collectiviste qui nous ramène 50 ans en arrière à l'époque du stalinisme. Et d'autre part, ce que je n'admets pas, ce sont des slogans simplistes, ce sont des méthodes suicidaires. Ce n'est pas en agissant de la sorte, comme l'a fait M. D'Orazio à Clabec, qu'on ramènera des investissements en Wallonie et qu'on redressera la Wallonie qui en a grand besoin. Oui, il est nouveau.
Ils sont donc 13 à comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel, les 13 de Clabecq. C'est le procureur du roi du parquet de Nivelles, Jean Deprêtre, qui a décidé de les poursuivre en correctionnel. Il n'a pas jugé nécessaire de désigner un juge d'instruction. Il s'est appuyé directement sur l'enquête effectuée par la gendarmerie, elle-même partie civile au procès. La deuxième séance correctionnelle. Au total, 43 chefs d'inculpation pèsent sur les prévenus. Ils sont poursuivis sur base de l'article 66, alinéa 4 du Code pénal. Cet article date de 1887. Le Parlement de l'époque, élu au suffrage censitaire, avait voté cette loi juste après les grèves insurrectionnelles de Charleroi. Le droit de grève alors n'était pas reconnu aux travailleurs et les parlementaires étaient surtout préoccupés de poursuivre les meneurs des luttes ouvrières. La loi votée stipule qu'on peut poursuivre comme auteur d'un délit tous ceux qui auraient publiquement incité à le commettre, que ce soit par voie d'affiche, de tracts, de discours ou d'écrits. C'est cette loi qu'un siècle plus tard, le parquet de Nivelles est allé rechercher pour poursuivre les délégués de Clabecq. Premier jour d'audience, première passe d'armes. Les prévenus demandent que le tribunal garantisse la publicité des débats en prenant les mesures nécessaires pour que l'ensemble du public puisse suivre le procès, même dans les couloirs du palais de justice. Je demande donc à tous les caméramens et preneurs de son de quitter la salle. Merci. Le point de l'audience qu'on peut faire aujourd'hui, c'est le rapport de force. Il y a un rapport de force qui s'est établi. Je crois que le tribunal a compris qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi, qu'il ne pouvait pas traiter ces gens comme effectivement de vulgaires criminels, comme on voudrait le faire croire. Et je pense qu'il y a un certain rapport de force qui s'est établi. Lorsque nous étions en train de défendre l'emploi et d'obliger le monde politique et financier à redémarrer les forces de Clabecq, nous l'avons fait avec vous, camarades. Nous l'avons fait avec des milliers de travailleurs. Et ceci est un procès qu'ils veulent faire au conflit des forces de Clabecq. Et donc nous ne pouvons y faire face que par la mobilisation des travailleurs. Mais les travailleurs, ils ont un droit fondamental, c'est celui de pouvoir participer, celui de pouvoir rentrer dans les tribunaux, celui de pouvoir dire les vérités qu'il y a eu aux forces de Clabecq. Désormais, dans nos pays, on accepte comme inévitable le fait que la réorganisation du capital à l'échelle nationale, européenne et mondiale se fasse uniquement en fonction de la maximisation de la rentabilité du profit. Et de plus en plus, ces dernières années, les ouvriers, les travailleurs, les cadres, les employés ont accepté finalement les fermetures d'entreprises, les fermetures d'usines, la délocalisation des unités de production comme partie intégrante, partie inévitable et naturelle de l'économie mondialisée qui devrait obéir de plus en plus à l'impératif de la compétitivité sur l'échelle mondiale. Les gens de Clabecq ont dit non. On dit, mais c'est pas possible, nous ne sommes pas simplement des pions, nous ne sommes pas des choses qu'on peut localiser, qu'on peut fermer, etc. Ici, il s'agissait d'une fermeture. Et ils ont dit, non, nous sommes des personnes humaines, nous avons droit au travail, nous voulons travailler, d'autant plus que l'outil de production, c'était leur argument principal, cet outil de production peut encore être productif. Ouais. Hein? Moi, je travaillais ici, juste en face au laminoir. Oui. Et ça, alors, c'est le laminoir. Derrière, ça, c'est la scierie. Oui. Et le fourneau. Est-ce
qu'il vous arrive encore régulièrement de venir ici, tout près de Clabecq? C'est pas que ça m'arrive régulièrement de venir tout près de Clabecq, c'est que j'habite près de Clabecq et près de l'usine. Et que le village de Clabecq est né autour de l'usine. Et donc ça m'arrive tous les jours de passer devant les hauts fourneaux ou devant la minoire ou la scierie, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça quand vous voyez l'usine et que vous êtes dehors? J'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir réussi un travail formidable, c'est celui d'avoir obtenu le redémarrage de l'entreprise. J'ai un autre sentiment qui est que celui pour lequel beaucoup de camarades à moi, et en tout cas les délégués syndicaux qui ont tout voué dans la bataille pour le démarrage de l'entreprise depuis des années, ont subi la discrimination et aujourd'hui sont soit au chômage ou soit ils travaillent ailleurs ou soit ils n'ont pas de travail et en tout cas certainement pas aux forges. Donc ça c'est un sentiment, disons, de ne pas avoir pu régler tout à fait le problème. Quand je suis rentré à Clabecq, pour moi c'était une grande famille. J'allais travailler à Clabecq avec le sourire. Parce que tout était dialogue à l'intérieur. Même quoi que ce soit qui arrivait, on arrivait à dialoguer, on arrivait à trouver des solutions, on arrivait à toujours... Il y avait toujours quelque chose qui se concrétisait par n'importe quelle solution, mais on y arrivait. Moi, j'allais travailler serein, tranquille. J'aimais ce que je faisais, je connaissais mon métier, je connaissais l'entreprise, parce que ça, c'est très important. Et je peux dire qu'à Clabecq, on n'était pas des numéros, on était respectés par notre nom. On savait qui était Orlando Michel, on ne savait pas qui était le 4235. La force qu'avait Clabecq au niveau des ouvriers, les protéger, leur faire comprendre comment il fallait travailler, leur expliquer d'une manière même, parce qu'à Clabecq, il y avait des gens qui avaient peut-être 40 ans, qui ne savaient ni lire ni écrire, et on arrivait quand même à leur expliquer à une autre manière, même enfantine, quoi que ce soit, mais tout tournait bien. Dans les familles, je ne pense pas qu'il y ait autant de solidarité. Il y en avait certainement beaucoup plus au Forges de Clabecq, et c'était sans intérêt direct, c'était désintéressé. C'était et c'est encore extraordinaire. C'était et c'est encore extraordinaire qu'on voit à travers des Forges de Clabecq. C'est un grand plaisir. C'est le visage qui s'éclaire immédiatement. Il y a des jeunes, ils sont rentrés, ils sont restés 2 ans. Je dis que c'est passé. Moi, j'ai eu presque 10 ans de travail à l'intérieur et j'ai commencé à me rendre compte de ce qu'étaient réellement les Forges de Clabecq et de ce qu'il fallait savoir pour être en sécurité pour travailler dans cette entreprise. Surtout ça, parce que sur tous les points de vue, c'est une usine qui était très dangereuse pour tous les ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Très dangereuse. Chaque jour, ils risquaient d'avoir un accident. C'est ça l'esprit de Clabecq, c'était le fait justement de pouvoir organiser le refus de la fatalité d'un système qui finalement ne tient plus aucun compte de l'aspect humain de la société. Il y a 70 ans de syndicalisme aux Forges de Clabecq. Donc l'esprit de Clabecq, c'est une continuité de l'évolution syndicale avec des moments très durs. Il y a eu à Clabecq en 1970 2 délégués importants qui ont été mis à la porte avec 26 travailleurs. Ils ne s'en sont jamais remis d'ailleurs et je crois qu'ils sont morts tous les 2 dans des circonstances particulières, y compris leur épouse. Et donc ça a eu des conséquences très graves. Et donc la vie syndicale des Forges de Clabecq, l'esprit de Clabecq, il a une source historique profonde. Et nous en sommes un peu les héritiers dans la mesure où nous avons continué à le faire évoluer. Clabecq, c'est toute une histoire de lutte, une histoire de famille. Le premier laminoir à tôle de Clabecq date de 1857. Au lendemain de la dernière guerre mondiale, la famille Dessy relance les forges et jusqu'en 1974, les investissements vont suivre. Pour la gestion, on fait confiance au patron, Pierre Dessy, le maître des forges. Mais après 1975, une lente agonie commence. La sidérurgie est en crise partout. Pierre Dessy tire le signal d'alarme. Il demande aux ouvriers de se serrer la ceinture, d'accepter des réductions de salaire pour le bien de l'entreprise. Mais ce ne sera pas suffisant. En 1996, c'est le dépôt de bilan. 3000 travailleurs et leurs familles sont touchés. 500 d'entre elles vivaient dans des maisons appartenant à l'entreprise qu'on envisage de vendre. Contrairement aux dispositions généralement prises dans les restructurations de la sidérurgie, aucun volet social n'a été prévu. C'est toute une région qui a le sentiment d'être abandonnée. Lorsque nous avons vu que tous les paramètres
allés vers le dépôt de bilan. Nous sommes allés rencontrer les dirigeants de la centrale des métallurgistes, et je parle ici de la C1B, donc la FGTB, les métallos FGTB. Et nous sommes allés rencontrer M. Fontaine, président de la C1B nationale. Et nous avons eu un échange de vues sur la situation. Et sur la conclusion, il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire pour nous, sinon qu'il nous payait quelques jours de grève. Il avait oublié un élément essentiel, qu'une entreprise en faillite, les gens ils sont au chômage, ils ne sont pas en grève. Cette faillite n'est évidemment pas tombée du ciel comme ça. Je crois qu'il y a plusieurs types de responsabilités. Je pense qu'il y a d'une part la direction des forges, c'est-à-dire l'actionnariat privé, qui depuis 1992 en tout cas, et déjà quelques années avant, a commis un certain nombre d'erreurs de gestion. Depuis ce moment-là, tout ce qui était actionnariat privé a commencé à retirer ses billes des forges progressivement. Ça a culminé, à mon sens, fin novembre 1995, lors de l'Assemblée générale de Soko-Clabec. Et je crois que là, l'actionnaire privé s'est carrément retiré et a dit à l'actionnaire public, eh bien, c'est à vous maintenant d'assumer vos responsabilités. Deuxième responsabilité, ça c'est au niveau de la région wallonne. En juin 1996, la région wallonne propose un plan qui permettrait de sauver en disant nous allons recapitaliser l'entreprise et la sidérurgie restera une sidérurgie intégrée, on sauvera le maximum d'emplois, etc. C'était une solution conditionnelle. Il y avait un certain nombre de conditions, dont la dernière qui était l'accord de la Commission européenne. Or, je suis persuadé que le gouvernement wallon ne pouvait pas ignorer que la Commission européenne ne donnerait jamais son aval. Et le commissaire Van Miert, d'ailleurs, quelques mois après, déjà au mois de juillet ou quoi, était plus que sceptique par rapport à cette solution. Et donc, je crois que là, pour éviter, je pense, une explosion sociale, on a leurré les travailleurs. Et on les a fait, on les a laissés lanterner jusqu'au mois de décembre 1996. Et donc, la délégation syndicale, nous avons été obligés à prendre nos responsabilités et à organiser, disons, la résistance, l'opposition à la fermeture des forges de Clabec. Donc l'usine était à l'abandon et la délégation a pris les mesures nécessaires pour fermer tous les bureaux avec des chaînes et des cadenas. Nous avons nous-mêmes organisé le contrôle des sorties des voitures pour éviter justement qu'il y ait des gens qui soient tentés à emporter des pièces. Donc nous avons absolument sauvé l'usine d'un pillage qui aurait pu se généraliser. Nous avons tout fait pour empêcher ça. Un autre aspect du problème, c'est qu'une sidérurgie qui n'est pas maintenue correctement, elle s'autodétruit. L'autodestruction peut venir de différentes façons. Dans une sidérurgie, il peut y avoir production d'hydrogène. L'hydrogène, il explose. Donc il peut y avoir une explosion grave qui pouvait compromettre les installations et le personnel qui était encore à l'intérieur. Dans une sidérurgie, il peut y avoir production d'acétylène. Et tout le monde sait que l'acétylène explose aussi. Donc il y a toute une série d'éléments combustibles qui peuvent exploser. Donc il peut faire sauter toute l'installation et voire même mettre en danger une partie de la population de la région. Moi, immédiatement, j'ai réuni les organes nécessaires pour avoir les moyens du monter d'outils, avoir du mazout, avoir éventuellement l'électricité. Et d'autre part, les travailleurs qui, eux, en sachant qu'ils n'étaient plus payés, il fallait absolument les rassurer, les tranquilliser, pour qu'ils, malgré tout, on continue à assumer les tâches des montiers d'outils. Nous avons eu affaire directement là à des gens qui étaient conscients de ce qui faisait partie d'une entreprise. Pas de la société anonyme des forges de Clabec, de l'entreprise Clabec. On est passé donc de ces notions de propriété de l'entreprise à la notion de patrimoine collectif. Les ouvriers de Clabec, à l'origine, ont lancé
un cri. Pour eux, leur entreprise, c'était un peu le bonheur de toute la région, de toute la ville, et c'était en même temps beaucoup plus que ça. Parce que dès qu'une entreprise produit quelque chose, et qu'elle produit quelque chose qui est utile à tout le monde, elle a droit à ce qu'on appelle la pérennité. Ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre éternellement, mais aussi longtemps qu'elle peut produire et qu'elle peut avoir son utilité sociale, il faut qu'on trouve le moyen de la maintenir, de la sauvegarder. C'était le message que les ouvriers ont donné. Et c'est le message que je crois que nous avons essayé d'interpréter les autres juges et moi. Je crois que mondialement, on commence de plus en plus à se rendre compte que l'obligation de tout un chacun, c'est de vivre selon le droit. Mais le droit, bien pensé, le droit au service de tout un chacun. Et le mot est utilisé maintenant dans pas mal de textes. Chacun a droit au travail. Vous imaginez? On ne dit plus les hommes, les êtres, etc. Chacun a droit au travail. C'est une faillite, si vous voulez, exceptionnelle, à la fois par l'ampleur du passif, plus de 10 milliards de francs, le nombre de déclarations de créances. Nous avons enregistré plus de 6 000 déclarations de créances, c'est énorme à gérer. Et puis je dirais surtout sur le plan humain, il y avait au jour de la faillite 1800 travailleurs actifs, 500 grands malades sur le payroll, sur les registres de l'entreprise, 1200 travailleurs en prépension et 1000 pensionnés qui bénéficiaient de compléments de revenus payés par l'entreprise. Cela fait 4500 personnes en gros, comptez en moyenne 3 personnes par famille. Cela vous fait 12 500 personnes touchées directement dans leurs revenus de subsistance. Du côté de la délégation, dès le premier moment, M. Doradio nous a signifié très clairement que ce n'était pas tant le sort de Clabecq en tant que tel qui l'intéressait, que sa priorité était de faire de Clabecq le point de départ d'une lutte ouvrière, d'un combat ouvrier, que j'appelle, moi, une lutte insurrectionnelle. Il s'agissait, il a employé ce terme par après, de déstabiliser la société bourgeoise pour collectiviser l'appareil de production, c'est-à-dire revenir à un système communiste. Il l'a confirmé par après, à l'occasion de plusieurs interviews, et dans ce livre qu'il a récemment consacré à ce qu'il appelle l'esprit de Clabecq. 2 février 1997, 70 000 personnes viennent à Tubize pour soutenir les travailleurs de Clabecq. C'est le point culminant de la mobilisation. Une marche multicolore pour l'emploi, 4 mois après la marche blanche d'octobre 1996. Ce jour-là, les travailleurs de Clabecq et certains parents d'enfants disparus voulaient lancer le même message contre la résignation et la fatalité. Les syndicats et de nombreux militants sont là. L'extrême gauche aussi. Pour la délégation des Forges, c'est un succès. Mais 5 jours plus tard, c'est la douche froide. Les curateurs estiment qu'ils ne sont plus en mesure de poursuivre les activités en raison du climat social à Clabecq. Nous sommes donc arrivés le 7 février vers midi au cabinet des avocats de la région wallonne, après une conférence avec les juges commissaires, les représentants de la région wallonne, l'ensemble des curateurs, à la conclusion qu'il n'était pas possible d'examiner, de continuer à envisager une poursuite d'activité. La seule possibilité, c'était de se concentrer sur la recherche d'un repreneur et, entre-temps, de maintenir l'outil. Il fallait dès lors, je dirais, informer le personnel d'encadrement de cette réorientation de l'action de la curatelle, les motiver, les convaincre, emporter leur adhésion. Il fallait se réunir avec les 30 ou 40 principaux cadres. Où le faire? J'ai demandé à ce qu'on trouve un endroit dans la région de Tubize. On m'a recommandé le relais du Marquis à Ytre que je ne connaissais pas. Nous nous y sommes donc retrouvés. Lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, les cadres nous attendaient et l'un d'eux, le chef comptable, se trouvait au téléphone avec M. Doradio, qui se plaignait, nous l'avons vite compris, de ce qu'une retenue sur salaire consécutive à une saisie n'avait pas été payée au banquier du travailleur concerné du fait de la faillite. La faillite entraîne le gel de tous les paiements de par la loi, et ce montant n'avait dès lors pas pu être payé. En fait, quand finalement, après les interventions des travailleurs et du bourgmestre de Tubize, et du tribunal de commerce, on nous a quand même payé le salaire de décembre.
il y avait aux Forges de Clabecq à peu près 300 ou 400 personnes qui avaient des saisies de salaire. Et donc cette procédure a été appliquée. Ça veut dire qu'on a retenu à la source, sur le salaire des gens, une partie des dettes qu'ils devaient payer. La seule chose que ces curateurs n'ont pas fait, c'est de prendre l'argent qu'ils avaient retenu et de le verser aux différents organismes à qui les travailleurs devaient donner cet argent. Ce qui a provoqué une situation encore plus dramatique, puisque les travailleurs venaient d'être tous licenciés. Ils n'avaient touché qu'un demi-mois, puisqu'on n'avait travaillé qu'un demi-mois le mois de décembre. Et donc, ils ne savaient pas repayer une deuxième fois ces traites qui ont été retenues par les curateurs. Et nous sommes intervenus à maintes reprises auprès des responsables de l'entreprise pour leur demander, des responsables curateurs qui avaient en charge ce problème-là, de le payer. Ils nous répondaient oui, mais ils n'en avaient pas l'intention. Dans un deuxième temps, des travailleurs reçoivent des plis recommandés, donc qui leur signifie que le problème n'a toujours pas été réglé. Nouvelle intervention en mettant en avant justement ce nouveau degré, je dirais, dans cette problématique. Nouvelle promesse de règlement du problème, et il n'y a toujours rien qui se fait. Et puis c'est au moment où les huissiers commencent à apparaître chez les gens que là, la colère monte chez ces travailleurs. Nous avons donc décidé de nous rendre au restaurant, de manière à pouvoir discuter avec l'ensemble de la curatelle. Nous sommes donc arrivés sur place, mais nous étions, je pense, une quinzaine. Ça s'est passé assez vite de toute façon. Donc il y a des travailleurs qui sont d'abord partis, je dirais, pour rechercher où se trouvait la salle où étaient réunis les curateurs et les cadres. Et bon, il y a eu des éclats de voix, etc. Et puis, les délégués syndicaux se sont rendus là où où on sentait qu'il se passait des choses. Et puis, bon, effectivement, des coups avaient été portés à des curateurs, en l'occurrence M. Zenner, malheureusement. Qu'avez-vous ressenti au moment où ça s'est passé ? Oh, je pense que d'abord, il y a une grande émotion, bien entendu, la peur. Je n'ai pas de raison de le cacher. On a peur, on sait comment ça commence, on ne sait pas où cela peut finir, où, je dirais, la perte de raison qui est due à la colère, à la hargne des agresseurs peut les conduire. Je n'aime pas parler de cette scène en détail, car je tiens à garder une certaine distance par rapport à tout ça. Je crois que même cette émotion-là doit pouvoir être maîtrisée. Mais c'était quelque chose qui donnait toute l'apparence d'une organisation contrôlée. Moi, je suis arrivé quelques minutes après les travailleurs, non pas parce que j'avais programmé d'arriver quelques minutes après, mais parce qu'on est parti du bureau syndical un peu après, et donc on suivait, on est arrivé. Et quand je suis arrivé dans la salle, effectivement, il y avait une grande dispute et ça s'engueulait de tous les côtés. Et j'ai vu que M. Zenner avait été blessé, mais bon, pas gravement. D'ailleurs, s'il aurait pris la peine de se faire soigner un petit peu et d'essuyer le sang qu'il coulait un peu au lieu d'en mettre partout, eh ben, c'est vrai que ça n'aurait pas été une image aussi forte et donc il n'aurait pas pu bénéficier de cette espèce de martyrisme. Tout en disant que je ne suis pas d'accord qu'on lui ait tiré une claque ou deux, ça ne fait aucun doute. Et donc à ce moment-là, moi j'ai eu beaucoup de difficultés pour arrêter la dispute qu'il y avait là entre les différents travailleurs et les différents cadres et curateurs qu'il y avait dans cette salle. Et la seule façon d'y arriver, c'est que j'ai dû les évacuer pratiquement de force et de demander aux travailleurs de sortir parce que je voulais qu'ils arrêtent cette dispute pour qu'il n'y ait pas de dérive encore plus grave et les renvoyer vers Clabecq pour calmer tout. Nous n'avons jamais soutenu que M. Doradio ait personnellement porté des coups. Il a exprimé des menaces, très claires, mais il n'était pas l'auteur des coups. Ils s'en sont tenus à des règles techniques des processus de faillite. Et donc, ils ont dit, on a retenu l'argent, on n'est pas obligé de le verser, ils n'ont qu'à se mettre comme créanciers, et le côté humain n'existe pas pour eux. Et donc, même pas le côté de réflexion intelligente, parce que s'ils auraient pensé un petit peu, ils auraient pu y arriver de comprendre que les différents organismes financiers ne sont pas plus cons qu'eux, et donc ils allaient s'attaquer directement aux travailleurs. Et donc là, ils ont aggravé encore plus le problème de l'injustice. Et pourquoi avez-vous choisi finalement en fin de journée de vous montrer à la télévision dans l'état où vous étiez et qui était effectivement pas facile pour vous? Pour quelles raisons avez-vous pris cette décision? Ça, c'était un acte volontaire. J'étais persuadé que l'on n'avancerait pas dans le dossier de Clabecq sans que l'opinion publique, et donc, je dirais, les responsables politiques d'une part, la hiérarchie syndicale de l'autre,
ne prennent l'exacte mesure de ce qui se passait à Clabecq. Il y avait à Clabecq, je vous l'ai déjà dit, une tétanisation de tout esprit critique à l'égard de Dorazio depuis le départ de cette faillite. Glorifié en héros de la lutte contre le chômage, on ne voulait pas voir la violence, le climat de terreur qui y régnait et qui était pourtant notoire. Et j'ai pensé que la seule solution de forcer l'opinion publique à mesurer exactement ce qui se passait était de se montrer. Et je pense d'ailleurs que cela a été utile, puisque 2 jours plus tard, après que, à l'émission Mise au point du dimanche midi, Dorazio ait annoncé une nuit infernale sur Bruxelles, Michel Nollet est monté au créneau le soir dans le JT pour annoncer qu'il ne partageait pas ou ne pouvait pas approuver ces méthodes. C'est à partir de ce moment-là, en quelque sorte, que la hiérarchie syndicale a pris ses responsabilités et qu'un dialogue réel a pu être noué qui a mené à l'édification du plan social et du plan de reprise. Désormais, la délégation des Forges va être mise sur la touche, tenue à l'écart de toutes les négociations. Un silence épais semble s'être abattu sur le dossier. Le désarroi s'installe dans les rangs des ouvriers. Le 28 mars, l'Assemblée générale des travailleurs décide une manifestation. Elle est autorisée par le ministère de l'Intérieur. L'objectif était de bloquer l'autoroute Bruxelles-Paris. Mais à la dernière minute, et alors que les manifestants s'engageaient sur la bretelle d'accès, le commandant de gendarmerie leur donne l'ordre de s'arrêter. On a affronté les règles même du système. Je veux dire par là que si on se serait limité à faire des grandes déclarations sur le désarroi, à faire des grandes déclarations sur le chômage, à dire qu'on est contre l'exclusion et tout ça sur un morceau de papier, et on aurait joué aux grands démocrates intellectuels, ben, je suppose qu'on n'en serait pas là. Parce que ça, tout le monde peut... C'est la différence entre combattre réellement l'exclusion et combattre réellement la misère. Je trouve que c'est inacceptable le fait qu'on puisse porter devant un tribunal et même risquer de les mettre en prison des personnes qui ont essayé de défendre leur travail. Alors que ce n'est pas à moi de juger si les actes dont ils sont accusés ont été réels, mais on ne voit pas en quoi ces actes, soit véritablement important et pénalement passible quand on constate que c'est des actes qui interviennent dans des luttes sociales. Et qu'on ait utilisé une loi de 1886 dont l'esprit fondamental a été arrêter les révoltes, les luttes sociales en Belgique au moment des grandes grèves, qu'on ait utilisé cette loi, ça prouve qu'en ce moment, la justice dans notre pays, je parle de la Belgique comme mon pays aussi, dans notre pays mériterait de réfléchir sur sa fonction. Madame Fauconnier, votre fils faisait partie des personnes qui avaient eu la chance d'être réengagées à Clabecq. Dans les premiers. Ah oui. Il en était fier? Ben oui, parce qu'il disait quand même que j'étais un bon ouvrier, puisqu'on me rappelle dans les premiers. Et depuis alors, il avait eu une promotion, il était chef d'atelier déjà. Je n'ai jamais entendu qu'il se plaignait de son travail. Et il était content d'être là, enfin. C'était sa deuxième maison, je dois dire. Et qu'est-ce qui s'est passé alors le jour où on l'a rappelé? Il m'avait dit le vendredi, quand il est rentré, demain je ne travaille pas parce qu'il ne faisait plus beaucoup d'heures supplémentaires depuis que ça allait de nouveau avec la crise asiatique, là ça n'allait plus comme ça devait aller. Mais je dois retourner demain après-midi pour remettre en... Nous avons démonté des choses, je ne sais pas quoi. Et demain après-midi, il faut les remonter pour que ça puisse marcher lundi matin. Mais je n'en aurai que pour 2-3 heures, il me dit. Donc il a dîné, il a pris son dîner ici encore. Et puis s'est habillé, il est parti. Il dit, mais je n'emporte rien, pas de nourriture, pour 2-3 heures, ça ne vaut pas la peine.
2 heures après, il était déjà né vers Umberenbeek. Il a reçu une décharge électrique de 360 000 volts. Et c'est l'ingénieur, son ingénieur, qui était là, qui ne travaille pas lui, il commence, qui a remis le contact trop tôt. C'est ce genre de violence-là qu'il faudrait dénoncer aussi, on ne la dénonce pas. Il y a eu 4 personnes électrocutées, on ne se préoccupe pas de savoir si les normes de sécurité étaient respectées, et ça a pris deux petits entrefilés dans le journal et c'est terminé. Hein. Il faudrait montrer l'état et le visage de ce garçon qui a été électrocuté et brûlé pour voir s'il est aussi impressionnant que celui de Zener. C'est ça le problème. On a fait je peux vous montrer, il y a eu des milliers de pages dans les journaux, on a fait des émissions à la TV et tout, on a grandi la violence. Et moi, je sentais à Québec la violence du danger industriel, et en tout cas par le manque d'investissement et par la non-prise au sérieux de la part du monde patronal des problèmes de sécurité, parce qu'il faut le dire, ils le font passer au second plan. C'est des gens qui ont brûlé vifs, qui sont morts, et on en a eu des écrasés, les travailleurs des foches connaissent bien ça. Seulement que ça allait de ne pas intriguer beaucoup de gens. Moi, j'ai un camarade en plus de travail qui est décédé. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce procès? Moi, j'affronte ce procès comme la continuité du conflit de la fermeture des forges de Québec, puisqu'il a sa source dans la fermeture des forges de Québec. Et donc, le problème, ce n'est qu'arriver à le transmettre, parce que même si on a le temps, il faut encore que le juge qui est là comprenne ce qu'on est en train de lui dire. Est-ce qu'il comprend quand on lui parle du social? Est-ce qu'il comprend quand on lui dit quel est l'état d'esprit d'un travailleur, d'un citoyen qui paie son emploi? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a étudié ça où? Est-ce que c'est expliqué dans les livres de droit, ça? Moi, je l'ai compris parce que je l'ai vécu. Je l'ai compris parce que j'étais non seulement un délégué, mais j'étais aussi un travailleur qui a perdu son emploi et qui aujourd'hui est encore en train de faire face aux difficultés de ce que ça veut dire avoir perdu un emploi. Et en plus, chez moi, il faut rajouter le fait que, étant donné que j'étais à l'avant de ce conflit avec d'autres, ça ne facilite pas la recherche d'emploi et tout ça. Mais est-ce qu'il comprend ça? Je me demande pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Pourquoi? Pour quelle raison? Et si nous sommes coupables, où est-ce qu'ils sont les autres coupables? Des années, nos familles ont été dans l'angoisse, dans la terreur. Est-ce que vous savez, il y avait des enfants qui allaient dans les écoles à Dublin, ils ne portaient même plus leur mallette à l'école. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans notre situation? La justice ne peut pas s'attaquer aux plus petits. Il ne peut pas continuer à faire ça. Mais tant qu'il y aura des fermetures d'entreprises, tant qu'il y aura des chômeurs et des exclus, ce type d'incident sera inévitable. Le droit de grève est un droit fondamental à la liberté d'expression des travailleurs. Vous savez, Monsieur le Président, la difficulté que nous avons ici, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à des personnes qui ne l'ont pas vécu. Les saisies sur salaire, les huissiers, moi je sais ce que c'est. Le mot exclusion, le mot misère, le mot pauvreté, moi je sais ce que c'est. On ne me fera pas replonger dans ce système-là, monsieur. Non, on ne m'y fera pas replonger. J'ai appris un boulot. Ça m'a permis d'avoir acheté une maison. Eh ben non, tout d'un coup, hop, je suis mis à la rue. Moi, je vais vous dire, monsieur le juge, qu'à 29 ans, je me trouve dans une misère que je dois redresser au maximum pour essayer de m'en sortir. J'ai toujours fait confiance à ma délégation syndicale. Et ça, c'est le point fort qu'on avait au sein des Forges de Québec. Aux Forges de Québec, par exemple, perdre un doigt, c'est quelque chose qui était très courant. Il faut peut-être le savoir aussi. De cette violence-là, on n'en parlera jamais. Quand il y a un tué dans une entreprise, c'est à peine si on voit un entrefilet dans les journaux. C'était la réponse magistrale, argumentée, émotionnelle, politique aussi, au bon sens du mot, au sens noble du mot, au réquisitoire du procureur du roi. On avait la démonstration ce matin d'hommes humains, responsables. Quand on a eu la chance d'assister ce matin à l'exposé que vous avez entendu comme moi, je crois que quelqu'un donné d'objectif sort de cette audience en se posant des questions. Peut-être il n'est pas convaincu, mais en tout cas, il a de Roberto d'Orazio, de Silvio Mauro et de ses camarades, une autre image, une autre idée.
Vous avez, à l'occasion de votre déposition au tribunal, pointé la difficulté de transmettre ce qui s'était passé à Clabecq et vous avez même dit qu'il y avait un problème de langage et une difficulté à communiquer. Pourquoi faites-vous cette réflexion? Ça m'est venu à l'esprit quand une des personnes qui était inculpée, en l'occurrence Giovanni Capelli, pendant son explication, il disait que la situation dramatique devant laquelle se trouvaient les familles, c'était par exemple de faire aller les enfants sans mallette à l'école. Alors, la mallette, on a l'impression que ça pourrait être un objet dans lequel on va mettre des choses dedans. Eh bien non, la mallette, dans le langage populaire, en tout cas aux Forges de Clabecq, c'est le contenu de la boîte à tartines. Donc quand j'entends la difficulté déjà qu'on peut avoir à se comprendre en parlant la même langue, je me dis que dans beaucoup de choses, on va se trouver confronté à ça. Quand un travailleur parle de combat, parle de lutte, on pourrait avoir l'impression qu'il parle de violence. Ce n'est pas du tout son propos. C'est par rapport à une situation qu'il vit. C'est la lutte pour l'emploi. C'est un combat contre les inégalités, contre les conditions de travail, etc. Donc ce ne sont pas des actes violents qui sont posés, mais dans la manière dont il va peut-être l'invoquer, c'est peut-être ce qui risque d'être retenu. Merci. Alors moi je pense qu'à Clabecq nous avons fait la démonstration que c'est un syndicalisme de négociation, mais il faut y avoir quelque chose à négocier. Parce que le syndicalisme d'aujourd'hui, qui n'est pas celui des travailleurs des Forges de Clabecq, il arrive même à négocier quand il n'y a rien. Je veux dire par là qu'à un moment donné, au moment où le conflit s'est terminé, Duferco ne présentait pas un plan qui permettait de remettre tous ceux qui avaient besoin de travailler aux Forges de Clabecq, de leur redonner leur place de travail. Juillet 1997, c'est l'épilogue d'une lutte qui aura duré 7 mois. Le groupe Duferco accepte de reprendre l'entreprise, mais pas à n'importe quelle condition. Un protocole d'accord signé par la région wallonne, la curatelle et les directions syndicales prévoit 30% de baisse de salaire et une paix sociale de 5 ans. C'est à ce prix que Duferco s'engage à réembaucher 893 travailleurs. 80% d'entre eux devraient être originaires des Forges. Les travailleurs sont invités à se prononcer sur cet accord par référendum postal. Roberto d'Orazio appelle au boycott. Il n'est pas suivi. 95% des travailleurs votent pour le redémarrage de l'entreprise. Aucun membre de la délégation syndicale, aucun candidat aux dernières élections sociales ne sera réembauché. Quelle était la question du référendum? Est-ce que la question c'était, est-ce que vous êtes d'accord qu'au moment de la reprise, on doit aussi régler le problème des autres? Pas du tout. Et c'était ce que moi je voulais. La question c'était de dire, on vous donne une chance de trouver du travail à Clabecq. Pourquoi les gens devaient répondre non? Notre position était très claire. C'était que Duferco, il n'y avait aucun problème pour lui de venir aux Forges de Clabecq. Puisque nous étions mobilisés pendant plus de 3 mois, plus de 3 ou 4 mois, pour justement faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse aux Forges de Clabecq et pour qu'il y ait une reprise. Mais il y a un autre souci qui appartient à l'organisation syndicale, et en tout cas à la délégation syndicale des Forges de Clabecq. C'était que l'exclusion, ça ne commence pas à 100, à 10 ou à 1000, hein, ça commence à 1. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y avait que 800 emplois, et aujourd'hui on voit que c'est 500, eh bien il restait pratiquement encore 1000 travailleurs qui n'ont pas pu retrouver, qui ont été exclus des Forges de Clabecq. À ce moment du conflit, nous pouvons dire que les problèmes du démarrage de l'entreprise étaient résolus, les problèmes de la prépension pour une partie du personnel étaient résolus, il restait à résoudre encore les problèmes des travailleurs qui ne seraient pas repris, et notamment les problèmes de tous les militants syndicaux, de tous ceux qui étaient montés sous la brèche pour défendre les Forges de Clabecq, qui étaient exclus du travail. Et c'est à partir de ce moment-là que les structures syndicales ont accepté cette discrimination, ont accepté que tous les militants soient mis de côté. Et c'est à partir de ce moment-là que les contradictions ont allé à s'aggravant avec les structures. C'était pour nous inacceptable, jamais, jamais acceptable que ceux qui ont mené les conflits soient exclus du travail et de la reprise au travail.
nous avions obtenu que chaque travailleur, indistinctement, serait auditionné par le consultant qui a été le forum. Je dis publiquement, M. Grosso, qui était un homme qui a joué un rôle important dans sa qualité de porte-parole de Duferco, pourrait en témoigner. Je suis celui qui lui a probablement le plus plaidé, à la fois sur les capacités et le charisme du délégué principal des Forges de Québec et ma volonté de le voir reprendre le travail avec ses collègues. Je pense qu'il doit lui-même se poser la question de savoir s'il ne s'était pas exclu de son propre chef. Alors, pourquoi fallait-il des martyrs? On devient un martyr parce qu'on n'a pas nécessairement souhaité, on peut le devenir parce que, en quelque sorte, on a provoqué cette sorte de séisme qui nous retombe tous et qui nous éclabousse. Je suis président de la GTB. Je me suis occupé d'un dossier qui était de la compétence de mes centrales. J'estimais qu'il y avait des carences dans l'encadrement de la délégation. Imaginez-vous, comme président d'un grand syndicat, ma fierté si tous ensemble, à la limite, en chantant l'International, nous avions pu reprendre le travail et ne pas voir aujourd'hui des délégués mis sur le carreau à Québec et ailleurs. Dans ce dossier, je crois qu'il y avait une suite logique. C'était presque irréversible et écrit dans l'histoire qu'un jour ça se terminerait comme cela. Et moi-même, je veux le redire, je me suis souvent posé la question de savoir, il faut leur enlever notre drapeau, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que l'on donne de notre syndicat dans la région wallonne, qui a besoin d'une autre image de marque, qui avait toutes les chances de réaliser un bon succès dans cette faillite par un redémarrage dans les conditions les plus difficiles. Québec n'était pas l'outil le plus performant de la sidérurgie, vous le savez. Je pense aussi qu'il y a des moments où il faut dire que trop c'est trop. À partir du moment où nous avons été exclus de l'organisation syndicale, c'était un signal que les responsables syndicaux ont donné, disons, au parquet pour nous poursuivre en justice. Et les parquets ont été chercher l'article 66 du Code pénal, qui c'est un article qui était voté au Parlement à la fin du siècle passé pour réprimer des luttes ouvrières qui sont passées disons, en Belgique en 1886. Si ce procès devait se conclure sur des condamnations sur base de l'article 66 pour délit d'intention, quelle sera l'incidence pour le mouvement syndical? Ce procès, impuissant pour l'instant, nous l'observons. Je pense qu'il peut amener à la fois la reconnaissance que les conflits collectifs sont les conflits collectifs et que ceci fait partie, malheureusement, d'une situation de réalité, ou bien ce procès sera un procès où les libertés syndicales seront compromises et où alors les législateurs, ceux qui se réclament de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui demain vont se représenter au suffrage universel, devront dire exactement quel type de garantie ils nous donnent pour le futur. 10 décembre 1998, la tension monte au tribunal. C'est le début des interrogatoires sur les faits reprochés. Le public se manifeste à plusieurs reprises. Le président suspend l'audience durant de longues heures. Ça n'intéresse pas rien que moi. Quand on était en faillite et qu'on a fait des mouvements, c'était pour plus de 5000 personnes, hein, directement et indirectement. Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas faire un débat pour moi-même ou pour lui. Hein. S'il veut de la formation syndicale, il n'a qu'à s'inscrire et suivre les cours. Hein. Et donc, il ne peut pas faire un débat sans le public. C'est tout. S'il n'arrive pas à comprendre ça, c'est qu'il est à côté de sa plaque. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas le gérer, sinon c'est facilement gérable. Qu'est-ce que ça peut te faire que pendant une minute, les gens applaudissent ou font ou quoi? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Hein? Par ces motifs, le tribunal constate que la publicité des débats a bien été respectée jusqu'au présent jugement, que le procès est équitable, déclare non fondées toutes les demandes, ordonne à toutes les personnes qui assistent à l'examen de la présente cause de quitter immédiatement la salle d'audience et interdit à quiconque d'encore assister au débat jusqu'à leur clôture définitive, à l'exception des personnes justifiant exercer la profession d'avocat ou de journaliste, dit que les portes d'accès du public demeureront fermées,
mais non verrouillé et accessible aux seules catégories de personnes précisées ci-avant. Le tribunal a voulu mettre un frein au soutien qui est apporté aux travailleurs de Clabec et il l'a fait d'une manière qui est très surprenante. Il a ordonné un huis clos après avoir longuement réfléchi, une longue suspension d'audience, un huis clos avec une petite exception, on pourrait dire un huis clos relatif pour les journalistes et pour les avocats. Donc le procès va se poursuivre sans plus personne dans la salle si ce n'est quelques journalistes et les avocats et les prévenus. Est-ce que ce sont des mesures que les tribunaux prennent facilement ? À ma connaissance, c'est une première. Ou bien le huis clos est total, ou bien l'audience est totalement publique, sous réserve qu'on demande le calme, comme le président l'a fait à plusieurs reprises, et les gens qui étaient là l'ont fait. Quand on leur demandait de se taire, ils se taisaient. Et du reste, les mêmes genres de manifestations, ou d'applaudissements, ou de réactions s'étaient produits lors des précédentes audiences, et ça n'a pas empêché les débats de se dérouler correctement. Je pense qu'il y a une différence à faire entre la sérénité des débats qui ne me paraissait pas mise en cause, avec un silence absolu qui pourrait régner dans des régimes, dans des tribunaux de régimes totalitaires. Non, j'en ai, après la journée. Quasi. Tanto si sapeva che andava a finire così. Cioè non si capisce bene chi ha spinto il giudice a cambiare la posizione, ma sono delle forze politiche che stanno dietro. Beh, loro prendono scuse che la gente reagisce, dunque che fa gli applausi quando noi parliamo, oppure che non sono contento quando parlano gli altri, che per garantire la libertà di espressione di tutti mette fuori tutto, così non si discute. Je m'imagine qu'on se trouve, nous, en train de faire un effort monstre pour expliquer à des juges qu'il y en allait de la vie sociale de 2000 à 3000 familles, et donc ça implique une vision humaine des choses, et ces gens sont bloqués sur leur virgule juridique, sur je réponds par tel article, j'accepte tel article, je défends tel article. Et donc, j'étais en train de me... J'avais une réflexion qui était en train de se faire en moi en disant mais qu'est-ce que ça a dû être alors pour des gens qui ont eu leurs enfants assassinés et qui se sont amenés devant cette justice-là parce qu'elle ne peut pas être différente et qui sont amenés devant des juges et des magistrats qui leur parlaient par article de loi et par respect de loi, par respect de ci, qui répondaient par des articles et qui ont perdu ou je ne sais pas s'ils l'ont jamais eu et où la partie humaine et compréhensible de la situation humaine des autres n'apparaît pas. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui s'est passé au fond sur l'analyse des événements et de la faillite, qu'à peu près tout le monde est d'accord, mais que ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir utilisé des moyens hors la loi? Est-ce que vous avez la sensation que... Est-ce que vous avez été au bout des possibilités d'utiliser le droit? Disons qu'on a cherché partout dans la législation quel était l'article de loi qui nous permettait de combattre le chômage, la misère et la faillite, et il n'y en a pas. Et donc, il ne pouvait y avoir qu'une mobilisation des travailleurs qui pouvaient faire face à ça. Et maintenant, cette mobilisation... dans un conflit comme celui-là, ben, il y a inévitablement des problèmes de dérive, entre guillemets. Hein. Parce que si on regarde l'ensemble du conflit des Forges de Clabec, il faut arrêter de parler de violence. C'est ridicule par rapport à l'assassinat des citoyens devant les magasins, les tueurs du Brabant Wallon, les assassinats des enfants, l'assassinat d'un ministre d'État. Il faut pas... Si la justice a envie de faire, ou si les gens bien nantis et bien pensants de notre société ont envie de faire un débat sur la violence, ben, ils ont assez d'éléments réels pour aller chercher et pour discuter de la violence. Seulement qu'ici, c'est criminalisé un conflit social et donc nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Et moi, je crois que toutes les procédures ont été utilisées. On n'a pas manqué d'essayer de faire des appels au tribunal, des citations
en direct et pas direct. On est presque devenus des spécialistes, nous aussi, on nous a presque déformés avec le vocabulaire juridique. Et il n'y avait pas de solution juridique au problème. Il y avait une solution sociale qui ne pouvait venir que d'une mobilisation face à la fermeture. À la suite de la mesure de huis clos décidée par le tribunal de Nivelles, une partie des prévenus, ceux qui ne sont pas défendus par leur syndicat, a décidé de combattre la décision. Ils ont introduit auprès de la Cour de cassation de Bruxelles une requête en suspicion légitime. Ils demandent en fait que la Cour dessaisisse le tribunal de Nivelles. Attendu que les requérants formulent des griefs à l'encontre du ministère public, du président et des juges assesseurs composant la deuxième chambre du tribunal correctionnel de Nivelles, que pareille requête, qui ne concerne pas l'ensemble des magistrats composant le tribunal de première instance de Nivelles, est manifestement irrecevable, par ces motifs, rejette la requête. Mais la Cour a dit que la requête était irrecevable parce que nous n'avons pas visé l'ensemble du tribunal de Nivelles. Cette interprétation de la loi, en disant si vous ne visez pas l'ensemble, ce n'est pas possible de déposer une telle requête, vide cette procédure tout à fait de tout sens. Parce qu'il va de soi que dans le cadre de ce genre de procédure, on est confronté à des magistrats précis, des gens qui s'occupent de l'affaire, que ce soit du parquet, que ce soit du siège. Et donc, nous demander de viser, c'est-à-dire de formuler des griefs à l'égard de tous les magistrats de Nivelles, c'est évidemment une absurdité. Concrètement, ça signifie que le procès va continuer à Nivelles, que nous allons devant le tribunal de Nivelles évidemment encore soulever d'autres moyens, parce qu'il est clair que ce procès, tel qu'il est mené et tel qu'il a été engagé par le parquet, est un procès injuste, inéquitable. Et donc nous allons, un par un, critiquer les différents aspects de ce procès. À plusieurs reprises au cours de cette audience, on a entendu Roberto de Radio notamment se plaindre de ne pas savoir finalement de quoi il était accusé. Et il invoque bien sûr la Convention des droits de l'homme pour dire que tout prévenu a le droit de savoir de quoi on l'accuse finalement. Oui, la Convention va même plus loin, elle dit de manière précise. On ne peut pas être accusé de manière abstraite. Or, le piège, si vous voulez, du réquisitoire écrit, et semble-t-il de l'attitude jusqu'à présent du procureur, du représentant du procureur à l'audience, c'est de s'en tenir à des généralités générées particulièrement par l'article 66 du Code pénal. Donc finalement, aujourd'hui, on se trouve au procès dans une configuration où le procureur attend que les interrogatoires précisent un certain nombre de faits pour étayer ses accusations. Pour les étayer, et comme il l'a laissé entendre ce matin, vous avez entendu l'expression, la citation, elle est mouvante. Les préventions sont mouvantes, ce qui pourrait laisser entendre qu'il va les modifier, les affiner. En principe, un procureur du roi est un homme de liberté, donc il peut se lever et abandonner les poursuites s'il le veut. Alors, le procès est entouré de dispositions importantes du point de vue de la sécurité. Comment est-ce que vous analysez ce déploiement des forces de l'ordre qui arrive peu régulièrement dans le cadre d'un procès en correctionnel? Je m'en tiens
à ce que je vois et à ce que je constate quand nous sommes allés à la Cour de cassation, que l'on voit que toutes les issues sont bloquées, que l'on accède à la Cour de cassation. D'ailleurs, je crois que vous avez eu quelques difficultés vous-même, moi aussi, pour accéder. Quand on voit qu'on vous interdit de faire la moindre interview dans le palais de justice ce jour-là, et que vous, journalistes, vous devez le faire dehors, quand on voit un tel dispositif, pour juger qui et juger quoi? Des hommes et des femmes qui sont battus pour leur emploi. Je me dis que ceux-là m'ont fait rappeler, effectivement, m'ont rappelé des souvenirs de 1970 dans la Grèce des colonels et dans l'Espagne de Franco. C'est vrai. Je pense que les mots ont un poids et je dis qu'il y a un processus inquiétant, préoccupant auquel nous devons être vigilants, qui serait une restriction de liberté au nom de ceci, au nom de cela. Et s'il y a un tel déploiement, une telle inquiétude par rapport à Roberto d'Orazio et ses camarades, c'est parce qu'il touche au système économique, mais de manière claire et nette. Et à partir du moment où on touche frontalement au système économique du profit, d'une économie qui n'est pas au service de l'être humain, eh bien on devient dangereux. Donc on tente de criminaliser, et ce procès de criminalisation, pour beaucoup de gens d'ailleurs, ils ne s'y trompent pas et se disent on peut ne pas être non d'accord avec lui, mais ce qu'on leur intente est intolérable. Hey,